Mississippi. It's a decision about the next century. Oui, à une semaine du vote en Écosse, cette fin de campagne référendaire a des airs de déjà-vu pour nous. La remontée du camp du oui, les promesses du camp du non, les menaces des institutions financières de quitter l'Écosse si le oui l'emporte. Bref, c'est un scrutin qu'on surveille de près ici. Daniel, Tasha, Michel, bonsoir. 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 Alors, je le disais, une fin de campagne qui rappelle beaucoup ce qui s'est passé ici en 1995. Daniel, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, absolument. Écoutez, pourtant, ce référendum en Écosse, il a été organisé dans les règles de l'art. On s'était entendu des deux côtés sur le processus, la question est très claire. Jusqu'à maintenant, le débat a été très civilisé. Mais arrive un sondage qui donne le oui en avance, et là, c'est la panique dans les rangs du camp du non, comme ça avait été le cas en 1995, quand Jean Chrétien avait découvert quelques jours avant le référendum qu'il était en train de perdre son cher Canada. Même chose en Grande-Bretagne, quand une institution comme la vénérable Banque royale d'Écosse, qui est installée à Édimbourg depuis 285 ans, menace de s'en aller à Londres, quand les grandes sociétés pétrolières disent aux Écossais « Oui, oui, vous avez un niveau de vie plus élevé que les Britanniques, c'est beau, sauf que le pétrole sur lequel vous comptez, le pétrole de la mer du Nord, c'est plus que c'était, les revenus vont baisser, vous allez devenir plus pauvres. » Est-ce qu'on peut parler de campagne de peur? Oui, bien sûr. Doit-on s'en étonner? Non, bien sûr. Bien sûr. Michel, des parallèles à faire avec 1995. Oui, oui, bien évidemment, mais il y a évidemment toute la rhétorique, les menaces et tout ça. Les thèmes sont généralement les mêmes si on accepte la question identitaire qui est complètement absente en Écosse. Mais ce qui me frappe davantage, c'est que les deux se déroulent dans un environnement assez semblable. Souvenez, à l'époque du référendum et dans les années qui ont suivi, les références étaient toujours celles des pays qui étaient issus de l'éclatement de l'Union soviétique ou de la Yougoslavie. Et les parallèles étaient toujours jugés boiteux. Tandis que là, on a vraiment deux climats qui sont assez semblables. Ce sont des vieilles démocraties d'Occident qui ont un stade de développement assez semblable, de sorte qu'on verra les résultats. Mais advenant un oui en Écosse, ça aurait un retentissement infiniment plus grand à tous égards que l'indépendance de la Bosnie ou du Monténégro. Là. On ne parle pas du tout de la même chose. Oui. Et Tasha, il y a quand même aussi, on a parlé du déroulement, mais il y a aussi des enjeux qui sont assez semblables. Oui, il y a des grands enjeux et tout le monde joue son jeu. On voit ça, même Mark Carney, qui est maintenant le président de la Banque d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, a dit que c'est pas garanti que le livre sterling serait disponible aux Écossais s'ils étaient indépendants. Il y a la question de l'Union européenne, comment l'Écosse s'intégrerait là-dedans. Et certainement, c'est quelque chose qui bouleverse la vie des gens des deux côtés de la frontière. Économiquement, on voit un certain climat à la fois panique et aussi des gens qui cherchent à faire de l'argent en investissant en Grande-Bretagne et pensant que, bon, si on a un non, ça va augmenter comme ils ont fait au Québec, d'ailleurs, en 1995. Alors, il y a beaucoup d'acteurs avec beaucoup d'intérêts très similaires dans cette situation. Et cette pauvre reine Élisabeth paniquait à l'idée que son cher Balmoral pourrait se retrouver en territoire étranger. C'est pas négligé non plus. Non, pas négligé. Mais enfin, jeudi prochain, on sera ensemble à la même heure. Les Écossais auront fait leur choix à ce moment-là.